Bienvenue au Café Psy. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Cette maxime, la plus célèbre rédigée par Nietzsche au début du crépuscule des idoles, est souvent entendue comme un synonyme de la résilience, même si Nietzsche ne voulait pas forcément dire cela à l'époque. La résilience a été popularisée par Boris Cyrulnik. Il pense, lui, que les épreuves de la vie ne nous rendent pas forcément plus forts, mais que l'on peut en faire quelque chose de positif. La résilience nous permet d'être mieux armés, pas forcément comme un Rocky Balboa, pour être invincible, mais comme un outil de connaissance. Ce que nous vivons nous permet de savoir ce qui est important pour nous et pour notre société. L'épidémie mondiale et la période de confinement nous rendra plus forts, car l'homme est résilient par nature. En cela, Nietzsche était dans le vrai. Je suis Charles Briet, coach et entrepreneur. Je pars chaque semaine à la rencontre des passionnés dans le monde entier. Ceux qui font de leur passion le sens de leur vie. Je parle de gastronomie, d'art, de sport, de musique, d'entrepreneuriat, de spiritualité ou d'écologie. Toutes les choses qui font sens pour moi et au final qui rendent la vie passionnante et stimulante. Embarquement immédiat podcast est la marque de notre appétit pour les rencontres lors de nos voyages. J'espère que vous l'apprécierez. Nous nous retrouvons pour ce second épisode lié à la résilience. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Céline Santini. Céline Santini nous livre avec passion sa vision de la résilience par l'évocation des chocs psychologiques qui ont marqué sa vie. Cet épisode va vous emporter vers le Japon grâce à la métaphore du kintsugi. Céline Santini nous livre ses conseils forts et inspirants pour notre développement personnel. Nous abordons lors de cette discussion comment nous pouvons utiliser les principes de kintsugi pour affronter les événements que nous vivons et la sortie de cette période de confinement. Quel monde allons-nous construire ? Comment gérer l'après ? Céline Santini est écrivain, blogueuse, conférencière, auteure d'une trentaine d'ouvrages pour adultes et pour enfants, spécialiste de la pédagogie Montessori. Elle nous explique le kintsugi. C'est un art japonais ancestral qui invite à réparer un objet cassé en soulignant ses cicatrices de poudre d'or. Réparé, consolidé, embelli, il porte fièrement ses blessures et il devient paradoxalement d'autant plus précieux qu'il a été brisé. L'art du kintsugi est la métaphore de la résilience. Mais sans plus attendre, retrouvons notre discussion en Café Psy avec Céline Santini. Je retrouve Céline Santini, un parcours éclectique, wedding planner, chef de produit dans la beauté, a changé de vie plusieurs fois, nous expliquera ça tout à l'heure. Ce qui caractérise Céline et le parcours de Céline, c'est d'avoir vraiment la passion comme boussole, comme elle aime le dire. Donc auteur de livres inspirants alors beaucoup sur la pédagogie Montessori à une période. Tu nous diras comment tu es arrivé à cette pédagogie Montessori. Et puis ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus la focale sur la résilience et puis surtout sa méthode, enfin la méthode qui est une méthode ancestrale japonaise qui est le kintsugi, que je connaissais car moi j'ai pas mal étudié l'esthétique japonaise, j'étais beaucoup au Japon, donc je connaissais un peu. Mais c'est en tout cas, on va en parler, tu vas nous expliquer. Hein, c'est cet art de la jointure alors, et qui permet à l'objet de retrouver, d'être encore plus beau après. Donc voilà, c'est une métaphore qui est intéressante sur la résilience. Bonjour donc Céline, et je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Tu nous expliques ton parcours et comment tu es arrivé jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'à la résilience. Et puis après, on parlera un peu plus des événements qui nous touchent et comment on peut aider et comment cette métaphore du kintsugi peut aider les auditeurs. Voilà. Si Avec ça te grand convient. plaisir. Ouais, très bien. Très bien. Merci beaucoup Charles pour ton invitation. Bonjour à tous. Je m'appelle Céline Santini. Je suis auteure. Donc j'ai écrit une trentaine de titres en 5 ans parce que je le précise parce qu'avant je ne sais pas ce que je faisais. J'ai effectivement changé de vie plusieurs fois. J'ai eu plusieurs métiers et mon parcours est effectivement assez éclectique. Donc il y a eu un moment où je commençais à me poser des questions en me disant ça part dans tous les sens, ça ressemble à rien ce parcours et il n'y a pas de fil conducteur. Mais en fait c'est maintenant que les pièces s'assemblent et c'est maintenant que tout prend sens. Donc pour répondre à ta question, on va dire le fil conducteur c'est quand même la créativité et progresser en permanence. Donc ce serait ça qui est en commun avec toutes mes expériences. Alors j'ai commencé d'abord parce que j'étais passionnée de parfum. Et aussi on pourrait dire aussi le fil conducteur de la passion. Qui est l'ADN de notre podcast, donc ça ça tombe voilà, bien. ça rentre. Entre passionnés, on se reconnaît. J'ai tendance effectivement à toujours suivre mes passions et il y a un moment où quand la passion n'est plus là, je change. C'est ça mon fonctionnement. Ouais, très bien. Donc j'ai commencé par la passion du parfum. C'était quelque chose qui me passionnait quand j'étais ado et j'ai tout fait pour travailler dans le milieu de la création de parfums. Donc c'est là où il y a les
les parfumeurs, les nez qui travaillent. Et donc, moi, j'ai eu une formation olfactive, j'ai appris à sentir, comme on dit. Et ça m'a beaucoup plu, mais par contre, c'est vrai que le milieu lui-même ne me correspondait pas. C'était un petit peu trop... ça manquait un tout petit peu de sens par rapport à ce que moi, je recherchais. T'étais un nez, en fait, auprès d'une marque, non? Ou auprès d'un Alors, parfumeur, c'est ça? en fait, voilà, ce sont des laboratoires qui créent les parfums. Donc, ils sont pas D'accord. forcément connus du grand public. Ce que le grand public connaît, c'est les maisons de couture, par exemple, les grandes marques, genre Yves Saint Laurent ou Dior, qui vont en fait déléguer la création de parfums à des laboratoires. Et moi, je travaillais pour un de ces laboratoires. Moi, je travaillais avec les nez. J'étais ce qu'on appelle Fragrance Development Manager. C'est en fait, ou aussi évaluateur. C'est la personne qui fait le lien entre le commercial et la création de parfums. Parce que D'accord, oui, oui. c'est pas instinctif tout ce qui est olfactif, donc le commercial n'est pas forcément aussi formé que le parfumeur. Donc il y a besoin d'un rôle intermédiaire et c'était ça que j'ai appris à faire. Donc c'était absolument passionnant effectivement, qui me correspondait plus. Donc j'ai démissionné et puis j'ai cherché une nouvelle voie et là moi j'étais intéressée par tout ce qui est beauté, créativité, esthétique et ça m'a vraiment convenu de devenir chef de projet en agence de design. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans à peu près. Et puis là encore, j'ai eu une nouvelle passion qui sortait vraiment de mon expérience personnelle puisque en organisant mon mariage, je me suis éclatée et ce qu'il faut savoir, c'est que là, je parle de 2003. Donc en 2003, ça n'existait pas le métier de wedding planner en France et ça m'a semblé une évidence. Je me suis dit, bah tiens, c'est pas puisque ça n'existe pas qu'il faut pas l'inventer. Oui, c'est arrivé des Amériques dans les années quoi, 2010, à peu près 2005, Justement, 2010, quelque chose justement, comme ça. 2003, on a été 4 à se lancer, puis après, ça a été un petit peu exponentiel. Donc moi, j'ai fait ça pendant à peu près 10 ans. Et là, ça c'était vraiment formidable parce que c'était à la fois le côté chef de projet que j'avais expérimenté dans mes expériences passées, puis à la fois c'était évidemment créatif. Donc c'était et puis le côté entrepreneur qui me correspond bien aussi. Moi, j'adorais gérer plusieurs projets à la fois, choisir mes clients, avoir ma propre boîte. Tout ça, ça me correspondait vraiment parfaitement. Et puis au bout d'un moment, je me suis aguerrie et puis j'ai pu former à mon tour des personnes qui voulaient faire ce métier. Donc j'ai donné des cours aussi de wedding planner, d'événementiel, de marketing. Là, c'est encore une autre voie parallèle. Et puis après, il y a eu un premier. Enfin, en fait, je vais être obligée de vous parler un peu de ma vie personnelle parce qu'il Oui, s'agit bah, pas de d'accidents de souci. vie. Et Oui. les accidents de vie m'emmènent sur justement le sujet de la résilience. Donc c'est juste pour vous expliquer comment j'en suis arrivée après à écrire. Vous êtes obligé de connaître ma vie. Donc, premier accident de vie, c'est quand en 2011, j'avais un petit bébé en bas âge qui avait 9 mois et là, j'ai appris que mon mari me quittait. Et là, D'accord. ça a été un petit peu violent et un petit peu soudain, un petit peu dur. Et, enfin, d'autant plus que quand on est organisateur de mariage, c'est pas anodin, je sais pas comment vous dire, Oui, oui. symboliquement, le divorce quand on est organisateur de mariage. C'est jamais facile un divorce, mais là, c'est encore plus poignant, on va dire. Oui. Enfin, mais j'ai quand même continué, tant bien que mal, à organiser les mariages, mais ça commençait à devenir un petit peu plus dur quand même, Mhm. psychologiquement parlant. Et puis après, un an après, au deuxième accident de vie, ma mère s'est suicidée. C'est moi qui ai D'accord. trouvé son corps, donc ça a été Mhm. d'une violence inouïe. Ah oui, ça c'est clair. Et Ouais. là, comment dire, en une seconde, j'ai su que je pouvais pas continuer à travailler ici. Enfin, j'avais d'autres choses à gérer, d'autres choses, et j'avais besoin de me reconstruire aussi. Donc, j'ai mis 4 heures pour fermer ma boîte. Ma boîte de 10 ans, je l'ai fermée en 4 heures. Donc, D'accord. Bon. j'ai tout géré de façon au niveau administratif. J'ai repassé mes mariages en cours à des personnes de confiance. J'ai contacté mes clients qui ont bien compris la situation. Et voilà, j'ai fait la passation en 4 heures. Et parce qu'il y a des moments où il y a des évidences dans la vie, en fait. C'est des déclics, hein. Parfois, c'est un peu comme si la vie, elle nous forçait aussi à prendre certaines décisions. C'est assez étonnant. Et puis là, pendant plusieurs années, j'essayais de survivre, de me reconstruire, Enfin, je veux dire, j'avais une petite enfant, je pouvais pas me permettre de plonger en pleine dépression. C'était juste pour moi pas possible. Donc j'ai essayé de me reconstruire. Je me suis beaucoup intéressée à ce moment-là au développement personnel. Alors c'est vrai que c'était un sujet qui me passionnait par ailleurs, mais que je n'avais pas forcément creusé au fil des années. Et là, on va dire qu'à temps plein, j'ai plongé dedans. Je pense pour des questions de survie, mais ça m'a aussi beaucoup beaucoup plu. Et je me suis posé plein de questions. Est-ce que je deviens coach? Est-ce que je deviens éducatrice Montessori? Est-ce que je deviens, est-ce que j'écris des livres? Enfin voilà, c'était pas très clair. Et ça a duré plusieurs années sans que j'y vois clair sur ma voie.
Ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la pédagogie Montessori? Parce que tes enfants étaient dans une école Montessori peut-être ou? En fait, Oui. là, au moment où j'ai commencé à m'y intéresser, c'est ce moment où je cherchais ma nouvelle voie et ma fille avait 2 ans, donc elle n'était pas encore en école Montessori à ce moment-là. Mais en parallèle, ça m'a semblé, enfin quand je me suis renseignée un petit peu sur le sujet, ça me semblait une telle évidence que c'est un système qui est tellement plus respectueux de l'enfant, respectueux des valeurs qui moi me correspondent. Souvent, les gens qui mettent leur enfant en école Montessori, c'est pas que pour le côté bonne éducation de son enfant et purement intellectuel. C'est surtout parce qu'il y a toute une philosophie de la vie qui va avec. En général, c'est des gens qui sont aussi dans le maternage, qui vont allaiter, porter leur enfant. Enfin, c'est pas obligatoire bien sûr, mais il y a comme un esprit global de respect et d'évolution. J'allais presque dire spirituelle. Oui, complètement. C'est une méthode qui est liée au plaisir, c'est-à-dire c'est un apprentissage selon les envies de l'enfant, c'est ça? Je sais pas si je résume bien ou oui. Oui, oui, ouais, c'est un bon. Si, si, c'est une façon de le résumer. On va effectivement partir du centre d'intérêt et de l'élan naturel de l'enfant. Et en partant du principe que, et c'est valable, ce qu'on dit pour l'enfant est valable tout à fait pour l'adulte aussi, hein. On va beaucoup mieux apprendre et se passionner et emmagasiner les savoirs beaucoup mieux quand on est passionné par quelque chose que quand on nous force, hein. Ça marche pour tout. Mais c'est vrai qu'en l'appliquant à l'enfant, je vais caricaturer, mais si pendant 2 mois il veut faire que des maths, par exemple, parce que c'est son appétence du moment, on va le laisser faire. Et du coup, il va aller beaucoup plus vite dans cet apprentissage-là. Et quand il sera prêt, il pourra passer, il aura envie de passer à un autre sujet. Et évidemment, c'est pas sauvage. Les éducateurs font bien sûr donnent le cadre. Parce que je dis ça parce que souvent on imagine Montessori égale laisser faire n'importe quoi. Pas du tout. Il y a vraiment un cadre. Voilà, la liberté du choix de l'enfant et le respect de ses envies et de ses élans naturels. Donc ça, c'est vraiment, ça me correspondait parfaitement. Donc je me suis tout de suite vue mettre ma fille effectivement en école Montessori. Quelque chose que je développe, je fais du coaching aussi de manager et j'aime bien cette approche de management par les appétences aussi. On va retrouver à peu près la même chose. C'est-à-dire que de se dire, voilà, un collaborateur, il sera jamais aussi compétent, il sera jamais aussi impliqué que s'il réalise des tâches qu'il aime. Donc après, c'est pareil, il y a un cadre, c'est pas de le laisser faire ce qu'il a envie ou de pas travailler. Il y a un cadre qui se pose de la même façon, mais c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Et c'est un peu la même approche en fait d'ailleurs. Ah oui, oui, ouais, c'est un bon exemple. On pourrait presque l'appliquer sur tout finalement, même dans notre vie personnelle. Je pense que c'est assez intuitif. En fait, moi, je dis souvent que la pédagogie Montessori, finalement, c'est pratiquement du bon sens. C'est assez logique. Si vous voulez que votre enfant mette la table, par exemple, logique de lui mettre les assiettes à son niveau plutôt que de les laisser en hauteur à votre niveau. Enfin, vous voyez, c'est plein de choses comme ça qui sont bien étudiées et qui permettent voilà, de se mettre à la hauteur et aux envies de l'enfant. Donc c'est vrai que ça m'a complètement passionnée. Donc j'ai un moment envisagé d'être éducatrice Montessori, c'était une de mes pistes. Et puis ce qui a coïncidé, c'est deux choses, c'est que au bout de 2 ans, il y a une école Montessori qui s'est justement créée dans laquelle j'ai pu inscrire ma fille qui avait à l'époque 5 ans. Donc, et la même semaine, le papa de ma fille travaille en maison d'édition et un projet qui consistait à écrire un livre sur la pédagogie Montessori à la maison. Leur auteur s'est désisté en fait. Et ils avaient plus qu'un mois pour écrire le livre. Et moi, j'avais entre-temps commencé mon blog sur le développement personnel, sur l'éducation. Ma candidature a été soumise et acceptée, sous réserve que je puisse évidemment faire valider ce que j'allais écrire par une éducatrice, ce qui est le cas. Je suis avec une co-autrice, et puis sous réserve que ce soit écrit dans le mois. Donc, donc j'ai relevé le pari, j'ai relevé le défi. Et ça a été vraiment ce qui a tout déclenché par la suite, en fait, parce que de ce livre ont découlé, voilà, comme je vous le disais, une trentaine d'autres. Plein de petits guides en fait, des, Oui, des c'est petits livres. ça. En fait, il y Ouais. a plusieurs angles. Il y a le côté parenting, comme on dit, parentalité. Donc là, c'est des livres qui s'adressent aux parents sur la pédagogie Montessori, sur l'éveil du bébé. Il y a également des livres, toute une collection sur la pédagogie Montessori à la maison, mais là, plutôt des pochettes avec du matériel Montessori qu'on puisse facilement reproduire chez soi. Et, D'accord. et ça s'adresse plus particulièrement à l'enfant directement. Et puis, tout ça m'a emmené aussi sur quelque chose qui est complètement différent, qui est l'écriture de ce livre Kintsugi, dont on va reparler par la suite, et sur la résilience. Donc, on va dire que le point commun, c'est quand même tout ce qui est nouvelle conscience, développement personnel. Et ce qui s'est passé, c'est que, en parallèle de tout ce que je viens de vous raconter, moi,
j'ai à nouveau rencontré l'amour. Ça s'est fait assez vite puisque on a décidé en quelques mois de faire ensemble. On se connaissait depuis 20 ans en fait. Et seulement, ça n'a pas marché. Et que je me suis mariée et divorcée, on va dire, dans l'espace de très. Et avec le petit bébé dans les pattes en plus. Donc là, ça a été un autre accident de vie très déclencheur. Parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est la semaine, enfin 15 jours après avoir su que j'allais divorcer à nouveau, c'est là que j'ai découvert complètement par hasard le concept de Kintsugi, qui est donc cette philosophie japonaise. Alors, je vais peut-être la décrire un petit peu pour qu'on comprenne la suite. Qu'est-ce que tu en penses, Charles? Oui, oui, très très bien. Oui, oui, Parce oui, tout à fait. que ça nécessite un tout petit peu d'explication pour les gens qui ne connaissent pas ce mot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est donc Kintsugi, c'est un mot japonais. Donc, kin, ça veut dire or en japonais. Tsugi, ça veut dire jointure. Donc, ça veut dire l'art de la jointure à l'or. Alors, ce qu'il faut se représenter, c'est un objet qu'on brise. Quand on le brise, on a le choix entre où on va le réparer en tentant de cacher le mieux qu'on peut la réparation pour que ça se voit pas qu'il soit cassé, ou alors on va décider de le sacrifier, de le jeter. Ça, c'est ce qu'on fait, on va dire, en Occident. Mais les Japonais, eux, ils ont une meilleure idée, je trouve. C'est que au lieu de cacher tant bien que mal la cassure, on va au contraire l'assumer et la souligner. Donc on va réparer avec des jointures d'or chaque faille de l'objet et ça veut dire que l'objet il est souligné d'or sur toutes ses cicatrices. Et ça donne un contraste hyper intéressant et puis très fort au niveau symbolique, parce que c'est vrai que l'objet, il assume ses cicatrices et c'est très beau puisque c'est de l'or, donc c'est pas non plus n'importe quel métal. Hein, on va pas le faire, on pourrait le faire avec du laiton, mais ce qui est beau symboliquement aussi, c'est le côté précieux de l'or. Et il va devenir paradoxalement plus précieux et plus beau qu'avant d'avoir été cassé. Donc c'est un vrai paradoxe. Et ça, quand j'ai vu, en fait, donc je vous ai raconté toute ma vie, c'était pour en arriver à ce moment-là où je suis en plein divorce, mon deuxième divorce, c'est vraiment un moment difficile de ma vie. Et là, je vois un bol Kintsugi. Et là, D'accord. ça me fait une vraie. C'était où? C'était en France? C'était vous avez regardé ça? Alors, C'était en fait, alors c'est assez savoureux la vie, puisqu'en fait, comment j'ai découvert, c'est parce que j'ai acheté un magazine pour me changer les idées. Un magazine. Pourquoi j'ai acheté celui-là? C'est parce que sur la couverture, il y avait écrit comment réussir son divorce. Donc, du coup, j'ai acheté ce magazine que j'achète jamais d'habitude. Je l'ouvre, je vois qu'ils mettent en introduction 2 lignes sur le Kintsugi sans mettre de photo. Ils mettent juste Kintsugi en expliquant en 2 phrases ce que je viens de vous expliquer. Et là, ça m'a parlé et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et je suis allée taper Kintsugi sur Google et j'ai mis Google Oui, là, il y a plein de choses. Oui, oui, complètement. Oui, oui. plein de belles images qui m'ont sauté au visage, on va dire. Et là, ça m'a semblé mais fulgurant. C'est comme si je connaissais déjà en fait Kintsugi, alors que je le connaissais pas. C'est comme s'il y avait une sorte de connexion intime qui se faisait directement entre Kintsugi et mon âme. Enfin, c'était assez fou à décrire. Et là, je sens qu'il va y avoir un avant, un après, mais je sais pas pourquoi ni comment. Juste, je sens que ça me parle de façon mais, hyper intense. Et là, bah, je commence à creuser la question, je commence à m'intéresser à la technique. Bon, c'est assez complexe, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation en France. Donc, je me suis auto-formée avec un maître américain, un maître Kintsugi américain qui habite au Japon, qui donc donnait les explications en anglais. Donc, c'est voilà, quand même un petit peu débroussailler le terrain. Et après, j'ai commandé le matériel, j'ai commencé à essayer. Et c'était une c'est très difficile, hein, je vous le cache pas. C'est Mais ils un art. peuvent mettre, je crois que c'est un art, ils peuvent mettre plusieurs semaines à réparer un objet. Historiquement, c'était quoi? C'était les shoguns, c'est ça, qui réparaient des bols parce que les Japonais n'étaient pas céramistes à l'époque comme les Chinois. Et ils avaient ce besoin en fait de réparer et de pas se jeter et de réparer justement. Et comme les Japonaises sont liées, sont très orientées sur l'esthétique, et ils en ont fait quelque chose de beau, quoi. Enfin, ça retrouve aussi le wabi-sabi, vous savez, la cérémonie du thé avec l'imperfection de l'objet. Et en fait, de quelque chose d'imparfait, ils en font quelque chose de beau. C'est exactement ça. Le wabi-sabi, effectivement, est peut-être plus connu au départ que le kintsugi.
Mais le kintsugi, on va dire, s'inscrit dans le courant du wabi-sabi. Effectivement, la légende dit, mais j'y étais pas à la cour du shogun de l'époque, mais la légende il y avait un shogun qui effectivement tous les jours utilisait son bol à thé chinois préféré, sauf qu'un jour il l'a cassé. Donc sur le moment il n'a pas de solution, comme vous venez de le dire, les Japonais ne maîtrisaient pas forcément la technique, donc il a décidé de le renvoyer en Chine pour le faire réparer. Et quand il a attendu super longtemps, parce qu'évidemment à l'époque ça mettait un temps fou avec les moyens de transport, et quand après toute cette attente, il reçoit son bol réparé, et là il est super déçu parce que ils l'ont réparé en mettant des sortes d'agrafes métalliques pour colmater la brèche, donc tout le long de la fissure. Et donc c'est une réparation qui est super visible, et en plus ça résout pas le problème, puisque de toute façon ça va pas être étanche, puisque c'est juste des agrafes le long d'une fissure. Et donc la légende dit que c'est là qu'il a demandé à ses artisans japonais de trouver une meilleure solution. Et en fait là, ce qu'ils ont eu comme idée qui est assez géniale, c'est d'utiliser des matériaux qu'ils connaissaient déjà. Donc ils connaissaient bien sûr l'or, mais ils connaissaient évidemment la laque. La laque, c'est vrai qu'on a tous vu. Moi, je savais pas avant de m'intéresser au kintsugi, je savais pas que c'était la même laque que celle qui est utilisée pour, vous savez, les bols laqués japonais. On a tous vu des bols laqués bordeaux ou noirs. Et en fait, c'est cette même laque qui est utilisée parce qu'elle est très très collante. Elle va bien réparer les choses, mais aussi quand elle durcit de façon très étanche. Donc ils se sont dit tiens, on va utiliser cette laque et en la combinant avec de l'or pour souligner, parce que de toute façon même en utilisant avec la laque on la verra toujours, la fissure, donc quitte à la voir autant la mettre en valeur. C'est ça que je trouve vraiment une façon de raisonner incroyable, parce que ça change complètement le point de vue. C'est vraiment out of the box, comme on dit, quoi. Et en fait, c'est sur la métaphore, c'est nos cicatrices de la vie, en fait. Et nos cicatrices de la vie, elles deviennent belles si on les accepte. Enfin, après, je vais te laisser parler un peu plus de ta méthode et de la résilience d'ailleurs. Mais après, les cicatrices de la vie, elles deviennent belles et elles font ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Exactement, tu résumes bien parfaitement également la symbolique, je trouve, du kintsugi. Moi, ça m'a sauté aux yeux. C'est comme si en regardant le bol, il y avait quelque chose qui se réparait en moi, en fait. Parce que c'est une métaphore qui, je trouve, donne de l'espoir. Parce que en voyant un bol réparé avec de l'or, on se dit, mais oui, en effet, on va pas cacher tout ce qui nous est arrivé, c'est trop tard, c'est déjà arrivé. Donc ça sert à rien de regretter ce qui s'est passé. L'objet est cassé, nous on est cassé. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Alors on a le choix entre, comme je disais avant, on peut jeter l'objet, on peut décider d'y rester en morceaux, on peut essayer de cacher tant bien que mal nos blessures, mais est-ce que ça fera vraiment illusion? Ça, c'est pas sûr. Ou alors, on décide d'assumer qui on est avec nos imperfections et de se relever. Et se relever peut-être tant bien que mal, mais après tout, est-ce que ces épreuves, elles nous ont pas apporté quelque chose? Est-ce qu'elles nous ont pas fait grandir? C'est vrai que si il y a souvent une question qu'on pose aux gens, est-ce que si tu avais le choix, si on te donnait une télécommande magique et que tu avais le droit de revenir en arrière au moment où tu veux dans ta vie, est-ce que tu changerais quelque chose à ta vie? C'est vrai, c'est une question qu'on peut tous se poser. Et moi, quand je me réponds à cette question, je me dis, ben, malgré tout ce qui m'est arrivé, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui s'il m'était pas arrivé tout ça avant. Donc, je suis pas sûre que si on me donnait la télécommande et qu'on me disait, ça va effacer toutes tes douleurs, toutes tes souffrances, tu n'auras plus à les subir, je suis pas sûre que j'appuierais sur le bouton, parce que ces souffrances, elles ont été nécessaires pour construire mon parcours unique, en fait. Et c'est de ça dont parle le kintsugi, c'est de dire, ben, votre parcours, il est unique au monde. Vous êtes unique au monde. Assumez-vous tel que vous êtes. Et au passage, vous avez appris tellement de choses que vous en êtes d'autant plus précieux. Alors du coup, comment on en vient à la résilience parce que là, on est sur l'acceptation de ce qu'on est, l'acceptation de ses blessures. Après, la résilience, ouais, c'est l'étape, c'est l'étape finale. La résilience, c'est cette faculté. Alors, tu vas nous expliquer. Enfin, la résilience, c'est un terme physique d'ailleurs, hein, d'un métal qui va retrouver sa forme initiale et qui est appliqué à la psychologie. Et c'est cette faculté à retrouver ou à surmonter ou à retrouver après de gros traumatismes, à trouver un équilibre ou un autre équilibre psychique en tout cas. Contrairement à la définition effectivement physique, où on imagine que l'objet revient à sa forme initiale. C'est vrai quand on parle de résilience en psychologie ou en kintsugi par exemple, c'est différent. L'objet est différent après.
il est différent, il est renforcé, il a assumé son passé et ses blessures, mais il n'est pas revenu complètement à son état initial. Ça, c'est créer un kintsugi, il y a plusieurs étapes, et que chacune de ces étapes fait finalement partie du processus de réparation. C'est pas juste l'objet est cassé, hop, il est réparé. Il y a 6 grandes étapes et 36 sous-étapes qui sont nécessaires pour en arriver au résultat final sublime. Et en fait, elles sont non seulement nécessaires, mais sans elles, la guérison ne serait pas aussi complète. Comment on peut appliquer cette méthode à ce qui nous arrive aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, on est sur. J'ai l'impression qu'on est un peu entre deux situations où il y a eu cette situation. On a la situation d'épidémie et ce choc. On pourra aussi avoir la courbe du deuil, hein, d'ailleurs de la même façon, mais on a eu ce choc, voilà, de l'épidémie et du confinement. Aujourd'hui, on vit ce confinement qui dure. Il y a une acceptation de ce confinement et on n'est pas encore sur l'après. Et je pense que voilà, il va y avoir sûrement il va y avoir une crise économique, il y a une crise sociale, il y a sûrement des crises psychologiques aussi. Comment on va pouvoir se servir de la résilience et de cette méthode de Kintsugi pour aller mieux demain ou pour accepter, parce que ça va être de gros changements en tout cas. Il va falloir retrouver un autre équilibre. C'est vrai que la résilience, on peut l'appliquer sur tous les sujets. Forcément qu'on pense et qu'on parle de résilience en ce moment, avec tous les événements qui en plus touchent, j'allais dire la moitié de l'humanité, mais en fait ça touche l'ensemble de l'humanité avec toutes les répercussions qu'il va y avoir derrière. On a pu avoir ça. Moi, j'étais pas mal en Inde quand il y a eu le tsunami. Le tsunami, ça a touché quelques régions du globe. Et ces peuples qui ont été touchés ont fait aussi preuve de résilience. Ils ont perdu les membres de leur famille, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur maison pour certains. Et ils ont reconstruit derrière. Et là, c'est des vraies marques de résilience. Aujourd'hui, ça va toucher la planète entière. Et ça va toucher nos modes de vie aussi, et pour nos enfants également. Alors, comment on peut se servir de ça et comment on peut aider les gens à être plus résilients? Si Ouais. ça t'ennuie pas, moi j'aimerais bien qu'on déroule la métaphore en fait étape par étape parce que je trouve que justement chaque étape elle résonne avec la situation actuelle et pas seulement le résultat final. Parce que tu vois l'étape 1 c'est l'état des lieux. Tu vois, c'est l'étape elle s'appelle briser, c'est le moment où on vient de casser l'objet, on est sous le choc. Donc effectivement là c'est un peu plus ce qu'on a vécu il y a je sais même plus on sait plus les jours maintenant, je dirais il y a un mois. C'est une étape qui est importante parce qu'à cette étape-là, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire de cette situation? Est-ce qu'on va rester à terre? Est-ce qu'on va jeter les morceaux? Ou est-ce qu'on va prendre la décision de reconstruire? À ce moment-là, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas si on va y arriver. Mais déjà, prendre consciemment la décision d'être optimiste et de dire qu'on va s'en sortir, c'est pas le même état d'esprit que de dire non, il n'y a rien à faire, je suis pessimiste, je reste à terre et puis je suis juste accablé. Ça, c'est pas constructif. Donc cette étape-là, elle est déjà une étape où il y a un embranchement qui se fait. On a le choix entre aller à gauche ou à droite. En gros, les étapes suivantes sont forcément si tu as pris cette décision-là, à ce moment-là, si tu as décidé que cet objet, il valait le coup d'être réparé. C'est-à-dire qu'il y a on va mettre dedans de l'énergie, on va mettre dedans de l'argent parce que ça va coûter cher en termes de matériel. Alors évidemment, la métaphore pour nous, c'est le temps qu'on va consacrer à notre résilience, à notre transformation. Et puis après, l'étape 2, c'est celle où on commence à assembler les morceaux du puzzle. Et là, il y a vraiment... en fait, imaginez que vous faites un puzzle en 3D. Hein. Là, il faut déjà regarder l'ensemble de la situation pour oublier aucune des pièces du puzzle. Parce que souvent, avant une catastrophe, je pense que c'est le cas de nous tous ici, on avait la tête dans le guidon. On n'avait aucun recul, on se posait aucune question. Enfin, ça dépend des gens. Hein. Je suis très caricaturale en disant ça, mais tu vois ce que je veux dire. Dans l'ensemble, on était sur notre lancée. Il n'y avait rien qui nous arrêtait, donc on n'évaluait pas toujours, on prenait pas toujours le temps de prendre du recul sur notre vie en fait. Là, on est dans une ambiance de fin du monde pratiquement. C'est le moment où les gens réévaluent leurs priorités. C'est le moment où les gens aussi Et donc voilà, donc l'étape 2 où on commence à assembler les morceaux, déjà voilà, quels sont les morceaux qui sont justes dans notre vie, quels sont les morceaux qui nécessitent des ajustements, quels sont les morceaux qui ont été tellement brisés qu'on peut plus les réutiliser. Et d'ailleurs, il y a un aspect du Kintsugi que j'adore. Je fais une petite parenthèse technique, mais qui est très métaphorique là encore. C'est que on peut intégrer à notre réparation un tesson
qui provient d'un autre objet. Oui. Donc, Ouais. tu peux complètement mélanger les genres. Ouais, Par ouais. exemple, réparer un objet en faïence avec une écaille de tortue ou mélanger deux bols. Enfin, ça donne des résultats absolument inédits. Et je trouve qu'en termes de symbolique, c'est très très fort parce que plutôt que de te dire, voilà, il me manque ce morceau parce que je l'ai pas retrouvé ou parce qu'il a été trop abîmé, eh ben, si j'allais chercher ailleurs ce morceau. Et tu vois, et là, je trouve que c'est un symbole aussi pour dire, faut pas hésiter parfois à sortir un peu des sentiers battus, à aller regarder ailleurs ce qui se passe, à se faire aider aussi. Quand on n'arrive pas à rassembler ses propres morceaux, parfois c'est bien d'avoir un support, d'avoir de l'aide. Voilà, donc ça, je trouve que c'est une symbolique qui est forte en ce moment également. Mais je crois que l'aide est importante. On arrive à être résilient ou on arrive à surmonter des épreuves. Ça dépend aussi de la manière dont on est entouré. Ce qui veut dire que, ben voilà, c'est la communication, c'est les gens qui sont autour de nous qui vont soit nous porter, soit nous mettre la tête sous l'eau, quoi. Donc, c'est aussi un choix de personnes qui nous entourent et qui vont construire ce qu'on va être. Oui, oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que je trouve que plus on avance dans notre propre évolution, plus notre entourage s'ajuste en fait. Parce on choisit de plus en plus d'autres courants de pensée, d'autres personnes qui vont, qui vont être sur la même longueur d'onde que nous. Enfin voilà, souvent il y a des choses qui se réajustent. Souvent, c'est quand on est en période de transition que c'est pas facile parce qu'on est un petit peu entre deux ambiances et on a encore les gens de notre entourage du passé qui n'a plus les mêmes valeurs que nous ou que nos nouvelles valeurs en tout cas. Et puis on n'a peut-être pas encore rencontré les nouvelles personnes. Donc c'est vrai qu'il y a des moments comme ça de transition, comme celle qu'on vit en ce moment, hein, parce que les gens là qui ont des prises de conscience en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de prises de conscience vu la situation. Bah, c'est pas toujours facile de les mettre en place. Hein. On est un petit peu démunis par le fait d'être enfermé, tout simplement. Alors, on arrive à avancer, comme on le fait là ensemble avec des podcasts, les gens communiquent, c'est quand même la beauté de notre monde moderne qui est connecté. Mais voilà, il y a quand même des choses qui sont peut-être mises un petit peu en stand-by quand même. Et alors, justement, en parlant de stand-by, je trouve que la phase 3, elle est super parlante en ce moment, parce que la phase 3 du Kintsugi, c'est l'étape où on patiente. Alors, au niveau pratique, pourquoi on est obligé de passer par cette étape d'attente? C'est parce que notre objet, une fois qu'on a assemblé le puzzle en 3D, je ne l'ai pas précisé, mais on a collé les morceaux avec ce qu'on appelle le sabi. D'ailleurs, c'est le même mot que dans Wabi Sabi. Sabi, ça veut dire un petit peu ciment. C'est un mélange de lac et de farine. Et ça fait une sorte de pâte, et cette pâte va durcir. Donc, on va colmater les brèches comme ça. Sauf qu'au départ, c'est encore un petit peu pâteux, un petit peu mou comme texture. Donc, on va déposer notre objet pour le faire sécher dans une boîte qui s'appelle le muro, qui est une boîte qui est avec de l'humidité à l'intérieur et qui doit rester à une certaine chaleur constante pour en fait recréer le climat japonais, le climat chaud et humide japonais. C'est dans ces conditions idéales que notre objet va pouvoir sécher. Et là, ça va prendre du temps, ça va prendre à peu près une semaine à 10 jours. Donc le kintsugi, on peut pas dire tiens je vais faire un kintsugi aujourd'hui. Ça marche pas comme ça. Il y a plein d'étapes qui en fait nécessitent d'attendre entre chaque étape le temps de séchage, puis après le temps de ponçage et le temps de séchage, ponçage, etc. Ça peut durer assez longtemps. Donc là évidemment on est en plein dedans, on est dans l'étape 3 patienter. Et c'est vrai que c'est une étape qui est inconfortable, surtout si on est que quelqu'un d'impatient à la base. Moi, c'est mon cas. Je suis quelqu'un qui est, comme tu l'as peut-être vu dans mon parcours, voilà, j'ai tendance à foncer, à rebondir, dès qu'il y a quelque chose qui me convient plus, à avancer. Alors, ça a des qualités, hein. Enfin, je veux dire, ça a des avantages, mais ça a aussi l'inconvénient de manquer parfois de patience, tout simplement. Et je trouve que la symbolique, pour nous, c'est ça. C'est que quand on a tendance à aller trop vite, parfois, on n'est pas encore cicatrisé. Et on le sait tous, une blessure qui n'est pas cicatrisée, elle peut se rouvrir en fait. Donc il faut avoir cette patience d'attendre. Et là, ça nous paraît insupportable d'attendre en étant enfermé. Là, pour le coup, on attend, là. Là, dans la phase 3, là c'est la phase 3 vraiment obligatoire. Et on subit aussi, hein. On subit, on n'a pas décidé d'attendre. Donc là, Voilà. on est dans une phase un petit peu, on n'est pas dans une phase où on décide, en tout cas. C'est pour ça que je disais qu'on est un peu sur pause et on n'est pas dans une phase où on décide. Et que c'est après qu'il va falloir décider. Et ça va pas être simple. C'est ça, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que, surtout pour des gens actifs, c'est insupportable.
parce que les gens actifs sont pas habitués à ne pas prendre leurs propres décisions. Des gens actifs, ils sont habitués à créer leur réalité. Et là, pour une fois, ils peuvent pas, tu vois, et c'est juste impossible. Donc, c'est un petit peu, tu sais, cette phrase, je ne sais plus qui elle est, Marc Aurèle peut-être, qui dit il faut accepter ce qu'on peut pas changer et changer ce qu'on peut changer et avoir le discernement de voir la différence entre les deux. Bah là, on est clairement dans accepter ce qu'on ne peut pas changer. Donc, je crois que c'est un gros travail aussi de lâcher prise. Et ça, ça fait du bien parce que ça, on va l'emmener avec nous quand on va, tu vois, passer aux étapes suivantes. On va garder en nous cette capacité à lâcher prise qui peut-être qu'on a besoin de travailler aussi, tu vois. Et alors après, l'étape 4, c'est une étape justement plus active parce que là, notre objet, il a séché. Donc, il a une sorte de ciment sur les fissures qu'on va poncer pour avoir une ligne, tu vois, toute douce et sans aspérité. Et sur cette ligne, on va ajouter une couche de lac rouge. Et alors, elle est hyper utile parce que elle va à la fois servir à étanchéiser l'objet, elle va servir de support à l'or pour les étapes suivantes. Mais je trouve que symboliquement parlant, tu vois, imagine un objet sur lequel tu as mis des sortes de veines rouges. Donc ça, pour moi, ça me fait vraiment penser à un second souffle, à la vie qui revient, tu vois, parce que ça fait penser au réseau sanguin. Et ben là, je pense effectivement, on n'y est pas encore, hein, cette étape-là dans la situation actuelle, mais il y a forcément un moment où la vie elle va revenir. Tu vois, on va pas rester confiné pendant les 50 prochaines années. Enfin, j'espère. Donc, et l'étape 5, c'est l'étape où on va saupoudrer l'or sur les fissures. Donc là, effectivement, on n'y est pas encore, puisque là, comme on disait tout à l'heure, on est plutôt en phase 3, nous, en phase de patience. Mais là, la phase où on commence à révéler la beauté de la faille, elle va arriver. Elle va arriver, cette phase, quand on pourra reprendre une vie normale. Alors effectivement, l'objet, il est cassé. Hein, c'est sûr qu'on va pas revenir. Je crois que tous les gens qui disent on va reprendre la vie d'avant, non, je n'y crois pas. Je crois que on est en plein Kintsugi là. L'objet, il sera pas, on est en pleine résilience. L'objet, il sera pas revenu à son état initial. Mais il est d'autant plus beau après, parce que regarde si par exemple il y a des gens là qui en ce moment ont des prises de conscience. Déjà, ils ont intégré le sport dans leur vie. Hein. Déjà, on voit tous les gens qui font des jogging. Bon, peut-être pas pour des raisons très, comment dire, honnêtes, Des fois, mais c'est pour prendre l'air, des fois, c'est pour... Oui, il y a plein de raisons, il y a plein de raisons différentes. Ou pour partir de la maison. Mais oui, oui, complètement. Mais tu vois, même parfois, quelque chose comme ça qui est au départ un petit peu détourné, bah, peut donner envie aux gens de bouger. Alors, de façon plus sérieuse, en discutant avec pas mal de gens de mon entourage, il y a beaucoup de gens qui profitent de cette période pour justement prendre ce recul dont on parlait avant, pour se poser des questions sur leur vie, se poser des questions sur leur entourage, se mettre à la méditation, se mettre au yoga, etc. Est-ce qu'ils vont tenir après? C'est ça. Est-ce qu'ils vont tenir? Est-ce qu'il va y avoir des choix? Moi, j'aime bien aller chercher la passion chez les gens et de voir à quel moment on sort de sa zone de confort pour aller affronter un peu l'inconnu, pour, je sais pas, acheter un camion pour vendre des pizzas ou, ou aller faire du surf à l'autre bout du monde, peu importe. Mais il y a un moment où on prend des décisions. Et là, on va être à un moment où il va falloir prendre des décisions. Soit on retourne dans notre vie d'avant, il va être différent de toute façon, soit on prend des décisions de changer de vie. Ah ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est des questions que je me pose. Est-ce que ça va donner? Mais je crois que je suis pas la seule. Tout le monde se pose ces questions-là. Oui, ce qui est difficile pour construire, c'est qu'on a une inconnue aujourd'hui, un inconnu de ce que va être demain. Exactement. C'est-à-dire qu'on l'a toujours, cet inconnu, on l'avait d'avant, on l'avait avant la situation, c'est juste qu'on s'en rendait pas compte. Mais là, maintenant, là, ça souligne bien les choses. On peut juste faire des pronostics. Moi, je pense que tout le monde va pas changer de vie. Il y en a qui vont revenir à leur état initial quand même, qui vont reprendre leur vie d'avant et qui se seront pas forcément posé de questions ou sur le moment s'en seront posés, mais reviendront quand même à leur état initial. Ça, je pense que il y en aura. Mais je pense qu'il y a des graines qui ont été plantées là. Oui, oui. Ouais, ça va changer les rapports en entreprise. Après, au niveau de notre société, ça va changer des choses. Après, c'est ça, le kintsugi, c'est d'aller chercher une opportunité dans quelque chose qui a été cassé, quoi, en fait, hein. Exactement ça, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Par exemple, on sait qu'on va pas pouvoir prendre l'avion avant longtemps, ou parce qu'il y a plein de compagnies d'aviation qui vont pas revoler d'ici tôt. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui vont impacter les transports. Et les billets à 50 € pour aller à l'autre bout de l'Europe, ça va pas être de sitôt, quoi.
Donc forcément, alors quelle est l'opportunité de ça? L'opportunité, c'est peut-être de faire autre chose. C'est ça. En fait, le kintsugi, c'est un peu ce qu'on disait avant, il n'y a pas le choix. L'objet, il est cassé. Donc, c'est pas comme si on nous laissait le choix. Est-ce que tu veux revenir à l'état d'avant? Non, de toute façon, on peut pas. Le kintsugi est là pour dire ça, vous allez pouvoir en faire quelque chose de positif. En gros, c'est ça le sens du kintsugi. Et ce que je trouve vraiment inspirant dans le kintsugi, tu vois, c'est l'étape 6, qui est finalement l'étape finale. C'est l'étape où on contemple l'objet. Mais juste avant, on va le faire briller. Parce que tu vois, les failles, elles sont en or maintenant. Et même si c'est de la poudre d'or, comme elle s'est mélangée à la laque, elle est devenue solide en fait. Ça a vraiment recréé comme de l'or solide. Et comme c'est un métal, on peut le polir et le faire briller. Donc en fait, en faisant briller tes cicatrices, et c'est là que je m'aperçois de ton nom de famille, quand tu fais briller les cicatrices, elles vont resplendir et donc tu vas non seulement assumer, tu vois ce qu'on disait avant, tous tes défauts, toute ta nouvelle situation, toutes tes failles, mais en plus tu vas dire en les faisant briller, mais regardez-les, c'est encore plus beau, il y a du positif là-dedans. Il ne s'agit plus de faire l'autruche, de cacher la tête dans le sable. Il s'agit au contraire d'assumer la situation et de la mettre en valeur. Et c'est le moment où on est prêt aussi à comme l'objet il est finalisé, il est beau, il est resplendissant, on est prêt à l'exposer, à le montrer aux autres. Et là, il y a vraiment une notion aussi de transmission. Parce que si toi, tu as compris quelque chose, tu peux, de toute ton expérience, tu peux après en faire évidemment bénéficier les autres. C'est bien, c'est une belle image en tout cas, et c'est ce qu'on va faire de notre société. Est-ce qu'on va en faire un bol, voilà, un bol Kitsune, ou est-ce qu'on va en faire, est-ce qu'on va laisser la société casser? Mais ça, je crois pas, parce que l'humain est pas constitué comme ça. L'humain est résilient par nature, hein, Il je est pense. résilient par nature. Mais après, on peut muscler et on peut développer certaines choses pour pas tomber parce que je pense qu'il va y avoir une période quand même de déprime mondiale. Bah là, oui, là, ce sera l'étape 1, là, à nouveau, là. L'étape, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi? Il y aura quand même cette étape un peu morose où avant que ce soit évident qu'on va transformer la situation et mettre de l'or sur les blessures, sur le moment, ce sera pas évident, quoi. C'est pour ça que, tu vois, l'image du Kintsugi, elle est puissante. C'est parce qu'une fois que tu l'as rencontré, ça te donne de l'espoir. Parce que tu te dis, mais oui, effectivement, par le passé, j'ai déjà fait du Kintsugi avec ma vie. Donc là, je vais y arriver encore. Tu vois, c'est vraiment optimiste comme image. Oui, et puis de toute façon, on va s'adapter à cette nouvelle vie. Mais je pense qu'il y a deux niveaux, enfin il y a plusieurs niveaux même, hein. Il y a le changement ou la résilience qu'on va devoir, qu'on va affronter chacun individuellement. Et puis chaque société va aussi devoir être résiliente. Et c'est là qu'on va voir la capacité de chaque pays ou de chaque société à être résilient. Je vois l'Europe, il y aura l'Asie, il y aura l'Amérique, mais je vois, voilà, les pays européens sont en train de déjà constituer des choses pour bâtir cette résilience. Les Américains, aux États-Unis, sont plus en train de se recroqueviller, fermer les frontières et ils vont subir un chômage qui va être de folie. Donc, je ne sais pas si là, ils mettront beaucoup plus de temps à être résilients, je pense. Et là, c'est la capacité de chaque pays à être résilient, je pense, hein. Ben, c'est vrai que chaque pays a sa propre culture et ses propres valeurs, son propre inconscient collectif. Donc effectivement, on n'ira peut-être pas tous à la même vitesse, mais je pense que dans l'ensemble, la société, elle était déjà en train d'évoluer avant. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de signes ces dernières années d'évolution en termes de valeurs, de conscience, de spiritualité, tu vois, des valeurs émergentes. J'aimerais bien, parce que quand on regarde la Chine aujourd'hui ou certains endroits, enfin, ils sont sortis du confinement et ils ont fait la queue dans les magasins pour consommer encore plus qu'avant. Alors c'est là où je me dis, waouh quoi, qu'est-ce qu'on a appris quoi. Ce que tu veux dire. On n'a pas encore la vision globale, je pense, tu vois. Ah oui, complètement, ouais, Donc complètement, après, complètement. c'est des choses un petit peu une élévation de la conscience. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. Bon, en tout cas, c'est une belle métaphore et puis bah, je te remercie de nous avoir apporté ton regard Bah, merci à toi de l'invitation. Je suis ravie. et puis d'avoir un regard comme ça où on a fait un lien entre l'Asie, l'Europe, enfin, c'est toujours intéressant d'aller chercher les richesses de culture pour les adapter et en faire une belle métaphore, c'est bien. Les auditeurs qui ont pas vu évidemment le bol,
juste taper le mot Kintsugi sur, sur internet pour voir à quoi ça ressemble. Moi, je le mettrai en photo et puis je mettrai les liens de ton livre, qui sont aux éditions First. Je le mettrai aussi sur le résumé de l'épisode et puis sur le site également. Donc vous pourrez retrouver toutes les coordonnées de Céline. Bon, je te remercie Céline. Passe une belle journée en confinement et puis à bientôt. À bientôt. Bon confinement à tous. Embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure. Je remercie Maïté pour ses reportages photos sur nos rencontres, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site embarquement immédiat, tout attaché, -du6, podcast.com. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn.